À la une de l'actualité au Zimbabwe, alors que la question de sa succession pose problème, Grace Mugabe, la femme du président Robert Mugabe, l'encourage à désigner son successeur. Au Cameroun, un attentat kamikaze perpétré ce vendredi dans le village Mémé par 4 kamikazes venus du Nigeria a fait 5 morts. Enfin, en République démocratique du Congo, un arrêté ministériel limitant le travail des journalistes étrangers, rendu public, suscite des remous. Au Zimbabwe, la première dame Grace Mugabe a révélé ce jeudi à Harare, devant la Ligue des femmes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, qu'elle encourageait son mari, le président Robert Mugabe, à désigner un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. La ZANU-PF est très divisée sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, âgé de 93 ans et à la tête du pays depuis 1980, qui lui n'a encore jamais pris position officiellement sur le sujet. Âgé de 52 ans, Grace Mugabe fait partie des favoris pour lui succéder, mais le vice-président est également régulièrement cité. Mais la question n'est pas encore d'actualité puisque le plus vieux président en exercice de la planète a décidé de se représenter aux élections de 2018. Robert Mugabe a même assuré l'an dernier vouloir gouverner jusqu'à ses 100 ans. Dure journée que celle de ce vendredi 28 juillet pour le maire de Cotonou, capitale économique du Bénin. Après son audition à la préfecture puis sa suspension par un arrêté du ministre de la Décentralisation, son domicile a été envahi par une horde de policiers. Pour les membres de son parti, la Renaissance du Bénin, c'est une tentative d'enlèvement de l'élu municipal qui est en cours. Le maire a été auditionné et dès la fin de l'audition, le ministre de la Décentralisation lui a notifié en même temps sa suspension du poste de maire de Cotonou. Dans les minutes qui suivent, pour 2 mois, puisque la loi a prévu que cela ne dépasse pas 2 mois. On l'a suspendu. Et en même temps, on envoie un détachement sans mandat. Je dis bien sans mandat signé du procureur dans son domicile. Et les policiers, nos forces républicaines, sont entrés. Ils ont violé son domicile privé. Et vous le voyez, ils sont dans la maison et tentent de l'enlever. Plusieurs personnalités étaient au domicile du maire, dont l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et son épouse. Ce qui se fait ici aujourd'hui, c'est une négation de la démocratie locale. Nous allons faire reculer la dictature. Moi, je suis un militant engagé pour le droit. Notre pays peut engager tout ce qu'on veut, mais il faut suivre le droit. Lorsqu'on a un reproche à faire à quelqu'un, il faut lui notifier ce qu'on lui reproche. Lui laisser le temps de préparer sa défense. Mais prendre des gens comme ça. Et parce que là, à ce train-là, nous sommes tous exposés. N'importe qui peut avoir sa maison envahie de soldats ou de policiers. Et on peut l'arrêter, l'enfermer n'importe comment pour n'importe quoi. Notons plusieurs chaudes empoignades entre la police déployée en masse et les proches du maire. La loi est faite pour que l'autorité hiérarchique puisse exercer son contrôle sur le maire. Mais ce n'est pas d'un contrôle autoritaire et antidémocratique qu'il s'agit. Lorsque vous appelez le maire devant une commission et qu'au préalable, vous ne lui avez pas communiqué les éléments qui font l'objet de votre accusation, que sur le champ, vous lui tendez un questionnaire. Le maire gouverne. Il y a un conseil municipal et il y a des technocrates qui entourent le maire. Comment pouvez-vous prendre le maire comme s'il était un omniscient, lui donner un questionnaire et lui dire de répondre immédiatement? Il n'a pas préparé les éléments de réponse, il n'y a pas son équipe technique. Et lorsqu'il vous dit que c'est des questions techniques qu'il doit examiner avec son équipe, vous en prenez acte et vous lui dites, vous êtes immédiatement suspendu. Ça prouve que
c'est de la préméditation. C'est quelque chose que vous avez préparé. D'ailleurs, si vous voyez très bien l'acte de suspension, vous sentez que c'était fait pour le jeudi. Et parce que quelqu'un leur a dit que, attention, sans faire comparaître le maire, vous ne pouvez pas le suspendre. On l'a convoqué à toute hâte et on lui a posé des questions. Et sur ces questions, on lui a dit, vous êtes immédiatement suspendu. Les bruits qui nous parviennent indiquent qu'il sera révoqué incessamment. J'ai pu aussi vous dire que hier, la tentative d'arrestation pouvait être assimilée à un enlèvement pour la simple raison que l'officier qui était chargé de procéder à cette arrestation non seulement n'avait aucun mandat, mais plus grave, il n'avait aucun uniforme et n'avait présenté ou décliné son identité avec aucune carte professionnelle. Lorsqu'on se trouve dans cette situation où quelqu'un qui n'a pas de mandat et qui n'est pas revêtu des signes de reconnaissance officielle prescrits par la loi, c'est un enlèvement. Quand on a affaire à un régime autoritaire comme celui-là, la seule ressource, c'est le peuple. Nous devons mobiliser le peuple et que le peuple protège le maire Soglo. Et qu'il protège aussi tous les autres qui sont sous la menace de soi-disant accusations de trafic de drogue que vous connaissez. Il s'agit d'affaiblir tout le monde pour qu'il n'y ait qu'une seule tête qui émerge. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ce que le peuple béninois a voulu. Les circonstances de l'embuscade tendue par le groupe djihadiste contre les gardes et une équipe de la Nigerian National Petroleum Company, accompagnée de géologues de l'université de Maïdougouri, de retour d'une mission d'exploration, ne sont pas encore élucidées. De premiers éléments avaient fait croire initialement à une tentative d'enlèvement. D'après un secouriste à Magoumeri, 47 corps ont été retrouvés dans la brousse. 11 d'entre eux ont été grièvement brûlés lors de l'attaque. Ils ont été enterrés sur place, faute de moyens pour les emmener à Maïdougouri. À l'hôpital universitaire de Maïdougouri, un membre du personnel médical a déclaré avoir reçu 19 dépouilles de civils. 15 d'entre eux étaient des vigiles et 4 faisaient partie du personnel de l'hôpital. La production de pétrole au Nigeria est concentrée dans le delta du Sud depuis sa découverte en quantité commerciale en 1956. Les attaques et sabotages répétés de rebelles locaux revendiquant un meilleur partage des ressources ont poussé le gouvernement à prospecter ailleurs. Les explorations ont donc été lancées sur un territoire allant de l'état de Benue dans le centre au nord-est où sévit Boko Haram. Venus du Nigeria, 4 kamikazes se sont introduits dans la ville de Mémé, dans l'extrême nord du Cameroun. En attendant que le marché de Mémé ouvre ses portes afin de commettre leur attentat, ils se sont réfugiés dans une vieille maison abandonnée au quartier Igawa. Le bilan de cet attentat kamikaze est de 5 morts, dont les 4 kamikazes. Nous avons reçu 5 blessés. Et tous les 5 blessés, c'est des blessures légères. Donc, ils sont, on ne peut pas dire que c'est des blessés graves. Donc, leur vie n'est pas en danger. Important centre économique, la ville de Mémé abrite le siège de la force multinationale chargée de lutter contre le groupe Boko Haram. Souvent la cible d'attentats suicides, elle accueille aussi de nombreux déplacés nigérians et victimes de la guerre contre Boko Haram. Indignation en République démocratique du Congo d'une organisation congolaise de défense de la liberté de la presse. Un arrêté ministériel limitant le travail des journalistes étrangers rendu public ce jeudi suscite des remous. En effet, il est strictement interdit aux correspondants de la presse étrangère de réaliser des reportages dans les lieux stratégiques tels que les casernes militaires, installations de télécommunications, ambassades, sauf autorisation express des responsables des 10 lieux. Cette décision du ministre des Médias est datée du 12 juillet dernier. Le texte précise que les déplacements de ces journalistes en dehors de la ville de Kinshasa devront être assortis d'une autorisation préalable du ministre de tutelle après concertation avec les autorités locales des entités à visiter. L'association Journalistes en danger exprime sa désapprobation totale à la suite de ces mesures. Elle estime que cette décision discriminatoire vise les journalistes étrangers et a pour but de les contrôler
et le cas échéant de les empêcher de faire leur travail. La ministre japonaise de la Défense, Tomomi Inada, a démissionné vendredi après un scandale de non-divulgation de documents relatifs à une mission des forces de l'armée japonaise. Cette démission intervient après la publication d'un rapport selon lequel des responsables militaires avaient illégalement dissimulé des comptes rendus quotidiens de soldats japonais dans le cadre d'une mission onusienne de maintien de paix au Sud-Soudan. Ces documents, qui feraient état de mauvaises conditions de sécurité pour les militaires nippons sur place, ont été présentés comme ayant été détruits. Ils avaient en fait été conservés sans être rendus publics, en violation des lois régissant l'armée de terre. La ministre démissionnaire affirme cependant qu'elle n'a pas été informée de ces faits et n'a en conséquence pas donné son accord pour ne pas publier ces informations. Des sources militaires, elles, prétendent le contraire. C'est le 6e ministre qui doit partir en raison d'un scandale depuis que Shinzo Abe est revenu au pouvoir en 2012. Un coup dur pour le premier ministre japonais, dont la popularité était déjà en chute libre. Si le Burkina Faso était particulièrement attendu dans la course cycliste à ce 8e jeu de la francophonie, eh bien ce fut un échec cuisant. Dans une course tactique et bien organisée, ce sont les Marocains et les Français qui se sont livrés une bataille sans merci. Abidjan-Grand Bassam, avec un circuit fermé à Bassam, c'est le Français Pierre Idjouadienne qui va se jouer de tout le monde pour franchir seul la ligne d'arrivée. Il a parcouru les 129 km 500 en 3h35 minutes et 43 secondes. Il devance le Marocain Sofiane Chaboui et le Français Amiral Bruno. La France prend donc l'or et le bronze en cyclisme et l'argent revient au Maroc.